Bonjour Laïla Batou. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La nuit du 16 au 17 novembre 2014, cet incendie ravalait donc le foyer d'État, faisant un mort et plusieurs blessés. 8 ans après, le procès s'ouvre ce lundi. Qu'attendre d'un procès 8 ans après les faits, et alors qu'un des accusés ne sera pas présent? Alors effectivement, pour mes mandants, ce qu'ils attendent essentiellement, c'est d'abord la reconnaissance de ce qu'ils ont subi cette nuit-là. Et puis une réparation des torts qui leur ont été occasionnés, à la fois des lésions physiques qu'ils ont eues, donc ils demandent une compensation pour cela, et puis aussi de la souffrance psychologique qu'ils ont eue. Souvent, la plupart ont vécu des stress post-traumatiques sévères, et donc voilà, ils attendent que ce soit reconnu. Ce procès, est-ce que c'est pas avant tout le procès de l'accueil des requérants, des migrants à Genève ? En partie, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on plaide, c'est que c'est essentiel que quand l'État a une mission d'assistance ou de protection, il soit à la hauteur de cette mission et qu'il respecte les droits fondamentaux des personnes. On ne peut pas conditionner une aide d'urgence qui fait partie des droits fondamentaux au fait de renoncer à sa protection. Ces personnes étaient hébergées dans des conditions extrêmement difficiles et insécures, et il y a une responsabilité des personnes chargées de leur accueil, de leur garantir la sécurité. On ne peut pas, sous couvert d'économie, mettre en jeu la vie et la santé des personnes dans de telles proportions. Bien sûr, il y a toujours un risque, mais là, il était beaucoup trop important. Vous évoquez la responsabilité de l'État, et elle est bien présente, puisque sur le banc des accusés, il y a un ex-employé de l'Hospice Général, un agent de sécurité qui est accusé, qui est notamment accusé de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et de ne pas avoir la formation nécessaire finalement pour réagir dans ce cas-là. Là aussi, il y a une faute de l'État pour vous ? Alors, c'est pas l'État, c'est l'Hospice Général, mais ça revient à peu près au même au niveau de la systématique. Et puis, il y a donc 2 agents de sécurité qui sont sur le banc des accusés, et la personne chargée de la sécurité incendie. Donc ça, c'est un employé de l'Hospice Général, et les 2 autres sont des agents de sécurité privés. Donc des encadrants. En fait, des agents d'une agence de sécurité privée qui sont là pour veiller à la sécurité des personnes sur le site. Alors, vous dites, on leur reproche de ne pas avoir eu la formation suffisante. Évidemment que s'ils n'ont pas eu la formation suffisante, ce n'était pas de leur faute à ces agents de sécurité. Eux, ils ont commis des manquements dans le cadre de la formation qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'en particulier, par exemple, ils ont ouvert la porte de la chambre en feu alors qu'ils avaient l'instruction, ils étaient censés être formés pour savoir qu'une chambre en feu, on ne l'ouvre pas parce que sinon, on fait sortir les fumées, et puis elles envahissent le bâtiment, et puis les gens ne peuvent plus évacuer. Donc eux, ils ont d'abord ils ont un peu joué les Robocop, ils ont voulu aller éteindre cet incendie avant de sortir les gens, avant de mettre les gens en sécurité. Et résultat, il y a eu un mort et une quarantaine de blessés, dont certains très gravement. Donc voilà, ça c'est pour les agents de sécurité. Mais ensuite, on a toute une problématique de savoir effectivement par qui ils ont été formés, comment ils ont été formés, est-ce qu'il y avait des exercices suffisamment réguliers, est-ce que les résidents savaient comment se comporter en cas d'incendie, et manifestement ils ne le savaient pas, ils ne savaient pas la fonction des portes coupe-feu, ils n'ont pas compris pourquoi des portes se fermaient automatiquement au moment de l'incendie. À aucun moment on leur a expliquer comment ils devaient se comporter pour fuir le bâtiment d'abord, et puis en cas de fumée dans les voies de fuite, comment ils devaient se comporter, à savoir que nous on sait, parce qu'on a eu des exercices incendies à l'école, que quand il y a de la fumée dans les voies de fuite, on doit se confiner dans la chambre, mettre un linge humide en bas de la porte. Enfin, ça c'est des choses qu'il faut communiquer aux gens, surtout quand ils sont hébergés dans des conditions aussi insécures qu'au foyer des Tattes. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'était un peu chronique d'un drame annoncé au foyer des Tattes ou ailleurs ? Absolument, on pouvait le prévoir, et on pouvait d'autant plus le prévoir qu'il y avait déjà eu un incendie avec exactement le même scénario en 2011, à savoir que des gens s'étaient défenestrés par 13 personnes, dont un enfant. Il y a eu un brûlé grave, etc. On en a beaucoup moins entendu parler, simplement parce que c'était la première fois. La procédure pénale a été classée de façon extrêmement rapide, mais il y avait déjà eu exactement le même scénario d'enfumage de la seule cage d'escalier qui permet l'évacuation, et les gens se sont défenestrés. Donc 3 ans après, il aurait fallu prendre des mesures adéquates pour éviter ce mouvement de panique de la part des résidents. Le mouvement de panique, on sait que c'est le principal risque au moment d'un incendie. Et puis là, personne ne s'est chargé de parler à ces gens et de leur dire, bon, écoutez, s'il y a un incendie, le bâtiment est prévu pour résister 1 demi-heure. Donc, en fait, vous aurez le temps d'attendre les pompiers. Donc, attendez, ne sautez pas par les fenêtres. C'était la seule chose qu'il fallait faire. D'ailleurs, c'est ce qui se fait actuellement. Mais il aura fallu 2 drames pour qu'on y arrive. Et
pour moi, ça trahit aussi une vision des requérants d'asile qui sont hébergés à Genève comme un peu des numéros à traiter et pas des êtres humains à aussi un tout petit peu prendre en charge, expliquer. Ils sont tout à fait capables de comprendre comment se comporter si on leur explique que c'est pour leur sécurité. Et c'est ce qui n'a pas été entrevu par le responsable de la sécurité dans cette affaire. Des requérants d'asile qui sont de plus en plus nombreux. On le disait, nombre record en Suisse. Thierry Apotello a annoncé que Genève arrivait à bout de ses capacités d'accueil classiques. Probablement, on va devoir utiliser les abris PC, donc en souterrain. À vous entendre, il y aurait probablement des raisons de s'inquiéter ? Oui, alors c'est sûr. À l'époque, on utilisait déjà les abris PC. Les personnes qui ont sauté par les fenêtres, les personnes qui étaient blessées à leur sortie de l'hôpital ont été placées en abri PC. Donc il n'y a eu absolument aucun égard qui a été pris pour ces personnes qui étaient pourtant vraiment dans des situations physiques et psychiques extrêmement graves. C'est pas, je pense que peut-être qu'on dépasse les chiffres, j'en sais rien, mais il y a déjà eu des gros afflux de requérants d'asile. Vu la situation mondiale, c'est pas étonnant et ça va pas s'améliorer si on ne prend pas des mesures urgentes au niveau planétaire pour stopper les risques qui poussent ces personnes vers la migration. Donc oui, il y a un défi, mais ce défi, il faut y répondre. Ce pays a les moyens d'y répondre. On voit quand même les jeunes sont accueillis dans des conditions absolument qui respectent aucun de leurs droits fondamentaux, les tout jeunes qui fuient des pays en guerre, des pays en grave crise. Donc maintenant, il est temps qu'on prenne au sérieux cette mission d'accueil et cette mission d'aide internationale. Et puis, ça coûte un peu de sous, mais ça coûte aussi beaucoup de sous quand il y a des problématiques du style de celle de cet incendie, parce que ces procès, ces frais médicaux, c'est des frais considérables pour l'État et on peut les prévenir. Merci beaucoup Laïla Batou, avocate donc des requérants blessés lors de l'incendie du foyer des Tattes. Un procès qui débute donc lundi et pour 4 jours. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.